Bienvenue sur C'est maintenant. Ça va pas aller, arrête. C'est mort. Bienvenue sur C'est maintenant. Bienvenue sur C'est maintenant. Bienvenue sur C'est maintenant. Alors, on commence. Bonjour et bienvenue dans le podcast C'est maintenant. Je suis Jacqueline. Et je suis Jean-Marc. Chaque mercredi et chaque dimanche, nous vous partageons avec authenticité, simplicité et bonne humeur les questions, les réflexions personnelles et les outils concrets qui, selon nous, permettent de mieux vivre les phases de transition personnelle et professionnelle. Chaque épisode est une invitation à reconnecter avec ce qui est essentiel pour vous et à laisser les plus belles parts de vous s'exprimer librement. Et si cela vous plaît, nous vous invitons à partager les épisodes avec vos amis et vos proches qui en auraient besoin. Quelle que soit la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, offrir une note ou un commentaire nous aide aussi grandement à faire connaître cette émission et ça nous encourage à continuer. Et vous pouvez bien sûr nous poser toutes vos questions dans un formulaire confidentiel sur jeanmarcterrel.com/podcast. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Nous sommes ravis de vous accueillir, Jacqueline et moi, sur le thème que nous explorons depuis le début de cette émission, le thème des fondations de la confiance en soi, et nous cherchons encore aujourd'hui à mieux comprendre et reconnaître notre valeur personnelle, à travailler sur la reconnaissance de nos propres forces et de nos qualités. Et aujourd'hui, plus particulièrement, nous abordons le sujet de redéfinir le succès selon vos propres termes. En fait, ce que nous voulons faire, c'est vous faire une invitation à redéfinir ce que le succès, un terme qui revient quand même très souvent dans notre monde, ce que le succès signifie pour toi, pour vous, en dehors des standards conventionnels. Qu'est-ce que le succès ? Comment peut-on le définir et nous allons chercher à faire en sorte, au travers de cette définition, d'embrasser pleinement notre valeur personnelle parfaitement unique. Et pour commencer, nous avons, comme d'habitude, une citation qui est... Une citation aujourd'hui de Albert Schweitzer qui dit « Le succès n'est pas la clé du bonheur. Le bonheur est la clé du succès. Si tu aimes ce que tu fais, tu réussiras. » Albert Schweitzer, ouais, le docteur Albert Schweitzer. Qu'est-ce que ça t'inspire, cette citation ? En fait, j'ai tout de suite aimé cette citation parce que du coup, elle casse en fait ma représentation du succès. Souvent, je me suis dit que le succès, c'était un résultat que j'avais atteint. Avec brio, avec une bonne note, avec satisfaction, avec toutes sortes d'éléments. Et lui, il dit, le succès n'est pas la clé du bonheur, mais le bonheur est la clé du succès. Et quand je me reconnecte à ça, je me dis, ah oui, en fait, du coup, le succès, c'est pas tellement un résultat, mais c'est plutôt une avancée dans mes aspirations les plus profondes, qui font que je me sens pleinement alignée dans le bonheur et en joie de vivre. Intéressant. Et toi ? Écoute, je sais pas si je suis très inspiré en fait par cette citation d'Albert Schweitzer. Ce que je perçois au travers de ce qu'il dit, c'est que le succès finalement, c'est peut-être un peu contrairement à ce que tu dis, c'est un résultat. Lorsqu'il dit que le bonheur est la clé du succès, ça veut dire que d'après ce que je perçois, si je sens que j'ai du succès, ça veut dire que je suis heureux. Donc le succès est une conséquence, oui, c'est ça, un résultat en fait du bonheur. Alors on pourrait se demander ce que c'est que le bonheur. Je crois qu'on aurait autant de définitions que de personnes
qui répondent. Le bonheur, pour moi, c'est un état. Tu vois, on pourrait imaginer, par exemple, que la joie, qui est une émotion, est quelque chose de passager, avec une certaine intensité, en fait, une émotion, en fait, qui se produit avec une certaine intensité, puis qui disparaît. Et si cette émotion se reproduit de façon régulière, alors elle devient quelque chose qui est de l'ordre d'un état. Donc je trouve ça intéressant parce que finalement ça repositionne où je pose mon attention par rapport à ce que je vis en fait dans ma vie. Où est-ce que je pose mon attention? Si le succès n'est pas la clé du bonheur, alors peut-être que dans ce monde dans lequel le succès est mis très en avant au travers, par exemple, je sais pas, des émissions de télé-réalité, au travers de la popularité des stars, des vedettes, de certains auteurs, de gens qui réussissent en fait selon les standards du monde dans un domaine. Si je me dis que ça, en fait, ça n'apporte pas forcément le bonheur, tout à coup, je réalise que, en effet, on a, toi et moi, vu, entendu toutes sortes d'histoires, de films qui racontent des succès, des biographies de chanteurs, de chanteuses, qui, selon le regard en fait du monde, peuvent donner l'impression que waouh, tout était là, quoi. La popularité, l'argent, les grandes maisons, les voitures, bref, les projecteurs en fait braqués sur un certain nombre de gens que l'on pourrait considérer comme ayant eu du succès, et pourtant ces personnes-là ont été malheureuses, voire très très malheureuses. Je me souviens qu'on a vu ensemble la biographie d'Elvis, par exemple, la biographie aussi de cette, tu sais, cette chanteuse de Whitney Houston. Whitney Houston, où on se dit waouh, mais des gens comme ça qui ont, selon les critères du monde, en fait, atteint le succès, en réalité peuvent vivre une vie complètement misérable. Et donc, je me dis qu'Albert Schweitzer, de ce point de vue-là, il a raison. En fait, le succès, c'est pas la clé du bonheur. Le bonheur, c'est la clé du succès. Et donc, j'aime bien le fait qu'il inverse la proposition. Même si je suis pas tout à fait d'accord avec la dernière partie de la phrase, si tu aimes ce que tu fais, tu réussiras. Parce que, de nouveau, si je reprends l'exemple des deux personnes qu'on vient de citer, Elvis et Whitney Houston, mais on pourrait citer plein d'autres exemples, ces personnes aimaient probablement, en fait, ce qu'elles faisaient, profondément. Chanter, être en public, être sur scène, avoir le regard sur elles. Et pourtant, leur réussite, si je l'entends comme le dit Albert Schweitzer, a été la source d'immenses souffrances. Donc voilà, je suis un petit peu partagé en fait sur cette citation. Moi, j'entends tout à fait que tu sois partagé, et puis un bout, je pourrais l'être aussi. Mais je choisis vraiment ce soir de garder ce petit bout de bonheur là qui est là pour moi, qui dit que le bonheur est la clé du succès, et je me dis waouh, en fait, si je me remets dans ma petite vie. Et je me dis, quels ont été les succès dans ma vie, ou quels sont les moments, ou les états, ou les années, ou les actions que je pourrais qualifier comme ayant été des moments de succès. En fait, je réalise que ces moments-là, je les rattache à des moments où je me suis sentie pleinement alignée, heureuse et vraiment vibrante. Vraiment, vraiment. Mmh. Alors, il y a ces moments-là, ça veut pas dire qu'ils sont instantanés. Il y a aussi eu des moments comme ça qui ont été finalement le résultat d'un travail, parfois assez acharné, pour réussir à produire, par exemple, un dessin ou un autre, pour passer un examen, pour plein de choses. Mais j'étais en accord avec ce que j'étais en train de faire. Et je me sentais heureuse dans ce que j'étais en train de faire, même si ça me coûtait des efforts. Ouais. Probablement, en tout cas, je crois que ce qu'on peut déjà dire dès le départ, c'est que lorsqu'on vit une période de changement, une période de transformation personnelle ou professionnelle, une période de transition, se mesurer aux standards de succès conventionnels, comme ceux que j'ai indiqués en fait au tout début en fait de cette émission, eh bien ça peut produire justement un sentiment de frustration et d'échec, parce que finalement ce qui est là, c'est une forme de comparaison
Hein. Je ne suis pas connu, je ne suis pas sous le feu des projecteurs, je ne suis pas millionnaire, mon nom ne s'affiche pas dans tous les journaux dès que je fais quelque chose ou lorsque je ne fais pas quelque chose. Et donc je pourrais avoir cette idée que finalement ma vie n'est pas un succès selon les critères conventionnels en fait du monde. Et donc je pense que c'est quelque chose qu'on peut assez facilement ressentir, et ça peut créer une forme de frustration. Et j'aime bien l'idée que tu évoques que finalement ce qui t'a fait ressentir de la réussite, c'est d'avoir été heureuse de faire ce que tu étais en train de faire. C'est ça, hein, si je comprends bien. Et je peux même, c'est exactement ça, et je peux même raconter une petite histoire qui pour moi a été assez importante et significative, c'est-à-dire que le succès se mesure pas forcément en termes de résultats. Bien sûr que ça peut être un des points, mais pour moi, il se mesure pas forcément là-dedans. Un jour, j'ai dû me présenter à un examen et j'avais clairement pas mis toutes les chances de mon côté pour passer cet examen haut la main avec une bonne note. Donc, je me suis présentée à l'examen et j'ai pris le parti d'être aussi authentique que possible. Donc, en me présentant à l'examen, j'avais auparavant fait ma propre évaluation. En fait, aujourd'hui, si je présente ça, qu'est-ce que je me donne comme note, en fait, indépendamment de la note qui me serait donnée après par mes professeurs. Donc, j'avais dans ma tête et dans mon cœur déjà une note. Et donc après, quand j'ai reçu le résultat, et avant de recevoir le résultat, j'ai pris les profs de cours en disant, voilà, je sais pas quel va être le résultat que vous me donnez, mais moi, l'auto-évaluation que j'ai autour de mon travail, c'est ça. Et donc, on était assez raccords, les profs et moi. Et j'aurais pu rester sur un sentiment d'échec, en fait, par rapport à cette note-là. Mais je me suis pas sentie en échec et j'ai considéré que ça avait été un succès dans la mesure où j'avais, avec courage et détermination, fait une évaluation aussi sincère et authentique que possible, sachant que j'avais pas mis toutes les chances de mon côté et qu'il y avait un ensemble de choses aléatoires qui m'étaient en plus arrivées. Mais ce jour-là, je l'ai pris comme un succès et une petite victoire comme ça à remporter avec ma propre, avec ma propre vérité, avec ma propre jauge de « Ok, en fait, je suis capable aujourd'hui et c'est là qu'est le succès » d'évaluer ce que j'ai réellement produit comme travail pour arriver à ce résultat-là. Et bon, ok, j'ai passé juste, et alors, j'ai passé. C'est en tout cas une façon très intéressante de redéfinir le succès selon tes propres termes, puis c'est le thème de cet épisode et c'est vraiment ce que tu as fait dans ce cas-là. Et je pense que c'est important de le souligner parce que c'est pas facile finalement d'identifier ce qui apporte réellement de la satisfaction, ce qui apporte réellement du bonheur personnel. Tu parlais d'auto-évaluation. Je sais pas de quelle façon finalement dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours, quels sont les critères qu'on pourrait imaginer comme étant, alors sans doute ces critères ne seront pas universels, hein, ce sont des critères qui sont personnels puisque le succès, la mesure du succès ou en tout cas l'évaluation du succès ou le sentiment du succès est complètement différent selon chacun. Mais quels sont les critères en fait qui nous permettraient d'identifier ce qui nous apporte réellement de la satisfaction et du bonheur? T'as une idée? Des critères? Ouais. J'étais en train de réfléchir, puis je me disais, mais en fait, définir des critères comme ça, si moi je devais définir les critères de ce qui est pour moi le succès, ça se rattache vraiment en grande partie à comment je me respecte dans ce que je suis en train de faire. Mais des critères, j'ai l'impression qu'on pourrait j'ai l'impression que chacun a ses critères par rapport au succès. Et que justement, si on sort de la comparaison, et si on sort de l'idée toute faite que nous donne la société du succès, on peut aller véritablement vers ses propres aspirations et puis aller vers ses propres succès, sans avoir à se demander si il sera assez bien ou à la mesure d'eux ou... Moi, j'aurais tendance à penser que s'il y a quelque chose d'universel, en fait, dans le sentiment du succès, c'est peut-être justement quelque chose qui est de l'ordre de le sentiment d'être à sa place, la satisfaction d'avoir été utile, la satisfaction d'avoir fait quelque chose
qui nous fait vibrer ou qui nous fait progresser. La satisfaction peut-être d'avoir aidé quelqu'un d'autre. Ouais, d'avoir contribué. Ouais. Et donc il y a pour moi quelque chose qui est de l'ordre de la perception personnelle après une action ou pendant une action, de comment je me sens utile, à ma place, heureux, satisfait. Alors les mots bien sûr sont très limités, mais peut-être que ce sentiment-là est un peu comme une boussole qui pourrait nous permettre d'identifier ce qui nous apporte réellement du bonheur, finalement, du succès. Parce que si on parle du bonheur comme étant, comme le dit Albert Schweitzer, la clé du succès, alors le bonheur, c'est un ressenti, c'est une perception. C'est à la fois une perception, c'est je me sens heureux, enfin une perception sensorielle, je me sens heureux, il y a quelque chose dans mon corps, en fait, qui produit de la joie, de l'espace, le sentiment d'être à ma place, mais c'est aussi une perception intellectuelle, mentale, où je me perçois comme ayant du succès. Tu vois ce que je veux dire? Parce que j'imagine que si ces deux éléments-là sont par accord, il y a sans doute, tout est possible, il y a sans doute dans ce monde des gens qui sont heureux, mais qui n'ont pas du tout le sentiment d'être dans le succès. Tu vois ce que je veux dire? Et donc peut-être que il y a une sorte de corrélation en fait entre les deux qui permet à la fois de se sentir dans quelque chose d'heureux, de se sentir dans un sentiment de bonheur, de se sentir dans le fait d'être à sa place, et en même temps d'avoir la perception mentale, intellectuelle que, ok, parce que je ressens ces choses-là, alors j'ai du succès. Et peut-être que c'est dans l'accord finalement entre ces deux aspects, sur l'échelle du bonheur et du succès, qu'il y a peut-être une forme d'équilibre à trouver. Je sais pas. Ouais. J'adore nos petites discussions parce que du coup, en fait, ça me fait faire plein de chemins et puis après je me dis mais on n'a vraiment pas fini. En fait, chaque podcast m'amène encore ailleurs. Je me demandais si une forme de reconnaissance faisait pas partie aussi des éléments qui amènent au sentiment ou à la perception d'être dans le succès ou d'avoir du succès. D'ailleurs, on dit avoir du succès. Est-ce qu'on se dirait se sentir en succès? On dit avoir du succès. Ou être en succès. Ou être en succès. C'est vrai, on dit avoir du succès. On dit avoir du succès, comme si le fait d'avoir était quelque chose qu'on possédait, et comme si le fait d'avoir du succès venait de l'extérieur. Comme si c'est quelque chose qu'on nous donnait de l'extérieur. Et du coup, je me questionnais autour de... est-ce que la reconnaissance fait partie d'un de ces éléments dont on a besoin pour se sentir avoir du succès? Se sentir moins seul, peut-être que ça fait partie de ça. Ouais, peut-être pas. En tout cas, il peut y avoir une forme de pression sociale aussi qui est présente pour beaucoup d'entre nous dans le fait de suivre un chemin un peu tout tracé vers le succès, vers la réussite, vers le bonheur. Voilà, pour moi qui ai grandi dans les années 80 et 90, 80 et 90, je me souviens, alors j'ai eu un parcours moi littéraire au lycée, et il y avait à ce moment-là dans l'inconscient en fait collectif quelque chose qui disait que finalement réussir ses études c'était faire des études scientifiques par exemple, et que pour nous qui étions plutôt orientés sur des études littéraires, eh ben c'était un peu la grande incertitude finalement, et que les seules voies de réussite ou de succès qui s'offraient à nous, ben en gros c'était de devenir prof, de l'être, journaliste, et puis pas grand chose d'autre, auteur, un peu un rêve, mais les voies du succès étaient quand même assez limitées. Par contre, pour celles et ceux qui empruntaient la voie scientifique, il y avait l'idée que si on empruntait la voie scientifique, alors toutes les portes s'ouvraient, tu vois. Et donc je me dis qu'il peut y avoir aussi une forme de pression sociale pour suivre une espèce de chemin un petit peu tout tracé, tracé par la société. C'est ça qu'il faut faire finalement pour être heureux, c'est ça qu'il faut faire pour avoir du succès, c'est ça qu'il faut faire pour avoir de la réussite, plutôt que de suivre un parcours plus authentiquement aligné à qui on est,
à ce qui nous passionne et à ce qui nous fait vibrer. Et donc c'est pas facile finalement de trouver cet équilibre-là, parce que toi comme moi, on connaît en fait des gens qui ont suivi en fait toute une partie de leur vie. On parle de la crise de la trentaine, de la quarantaine, de la cinquantaine, qui ont suivi toute une partie de leur vie en fait un chemin qui leur avait été d'une certaine façon imposé de l'extérieur. Alors bien sûr ils l'ont accepté, mais qui leur a été imposé de l'extérieur par des parents, par le système scolaire, par ce que propose la société, et puis qui tout à coup un jour réalisent que ce qu'ils font depuis des années en fait ne correspond pas à qui ils sont, qu'ils ont suivi un chemin qui n'était pas le leur, un chemin qui les rend pas forcément heureux, un chemin qui leur amène pas forcément à un épanouissement profond au niveau personnel, au niveau peut-être amical, au niveau professionnel, au niveau social, et qui tout à coup se disent ok, jusqu'à maintenant j'ai fait ça, mais en fait ça me correspond pas du tout, et en fait ce dont j'ai vraiment envie c'est ça. Et donc il y a des changements comme ça de vie, de carrière qui se produisent parce que on réalise que finalement on a suivi un chemin qui nous avait été tracé par les autres. Et donc je pense que c'est quelque chose aussi que peut-être certains auditeurs ou auditrices peuvent expérimenter ou ont peut-être expérimenté dans leur vie. Ouais, je t'écoutais tout à l'heure parler de toute la pression qu'on peut se ressentir au niveau social, et aussi des fois de ses parents qui ont des attentes de qu'est-ce qu'on pourrait bien devenir, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire dans notre vie plus tard. Moi, j'ai vraiment l'expérience un peu inverse de la tienne, avec des parents qui ont beaucoup milité autour de qu'est-ce qui va te rendre heureuse, plutôt que qu'est-ce qui va t'amener du succès ou de la notoriété ou de l'argent même. C'était vraiment leur critère de base, de dire mais qu'est-ce qui va te rendre heureuse. Et ils nous ont poussé, mon frère et moi, à explorer des pistes qui nous rendent heureux. Et le travail a été bien fait de la part de mes parents, vu que j'ai embrassé finalement un métier qui m'a passionnée et qui me passionne encore aujourd'hui. Ouais, alors c'est intéressant quand même de préciser que ce métier, tu l'as pas embrassé d'entrée. Non. Et non. que avant, tu as aussi essayé des choses qui n'ont pas convenu. Peut-être tu veux bien en dire deux mots ou pas? Ouais. En fait, à la sortie de mon école obligatoire, ne sachant pas qu'est-ce que j'allais faire, j'ai suivi les copines qui partaient à l'école de commerce, où j'ai fait de la compta, de l'arithmétique, de la géométrie, enfin toutes ces choses que j'aimais déjà pas à l'école. Mais bon, voilà, j'ai suivi les copines. J'ai fait une première année qui a été catastrophique. J'ai redoublé. Et puis au milieu de l'année, l'école m'a dit gentiment qu'il fallait que je m'arrête. Moi, j'étais très contente d'arrêter. Mes parents, eux, et j'ai vraiment une infinie gratitude pour ce moment-là. Je peux même encore presque m'y retrouver. Mes parents, à ce moment-là, m'ont dit que, ok, en fait, nous, on était déjà assez sûrs que ça te convenait pas, mais tête de mule que j'étais, il y avait pas moyen de te faire comprendre que, de toute façon, tu allais te planter là. Donc, ok, t'as fait tes expériences. Maintenant, on est au milieu de l'année. C'est ok, tu t'arrêtes, mais, du coup, va regarder le vrai monde du travail. Et j'ai été travailler dans une imprimerie où je commençais à 5h30 du matin avec tout un collectif de femmes portugaises qui m'ont mis des sparadraps au doigt à tous les doigts parce que je me coupais avec le papier et le carton avec des gestes répétitifs toute la journée. Et pour autant, j'ai découvert un monde du travail bienveillant, heureux. Ces femmes, elles étaient là, j'avais l'impression depuis toujours, elles avaient comme pas d'âge, et puis en même temps, elles voulaient être à nulle part ailleurs parce qu'elles avaient pu créer quelque chose en commun qui les rendait heureuses. Donc ça a été ma première claque comme ça. Puis ensuite de ça, sachant toujours pas ce que j'allais faire, je me suis occupée des petits vieux. Là aussi, il y a eu toutes sortes d'expériences diverses et variées. Et puis ensuite de ça, dans les deux domaines qui sortaient quand même un peu de ma vie à l'époque, il y avait tout le côté associatif, social et tout le côté artistique. Et du coup, je me suis présentée à un examen de dessin pour devenir joaillière. C'était un examen où ils prenaient 2 filles, 2 garçons et on n'était pas loin de 200 à se présenter. Donc voilà, j'avais assez peu d'espoir, mais je m'étais dit, bon, ok, ça peut être cool. Et puis là, j'ai eu l'occasion du coup de faire un stage en garderie avec des jeunes enfants. Et j'ai réalisé que en fait, c'était pile poil ce dont j'avais envie. Que j'allais à la fois pouvoir mettre la créativité dans ce métier-là, mais aussi le fait de réaliser tout à coup que je pourrais jamais avoir les fesses posées sur un tout petit tabouret avec 3 paires de lunettes, à travailler sur un bijou toute la journée. Non, mais que ça allait pas le faire, que j'étais pas assez patiente pour ça, et que j'avais besoin de rire, de joie, d'histoire, de magie, enfin tout ça. Donc oui, mes parents m'ont permis de me planter
tout en étant aimés, encadrés. Ils ont jamais douté que Mhm. j'allais finalement trouver quelque chose dans lequel je puisse vraiment m'épanouir. Et je trouve que c'est très intéressant, c'est plein d'espoir aussi parce qu'il y a un parent en chacun d'entre nous, un parent vis-à-vis de nous-mêmes. Hein, on part en analyse transactionnelle de l'enfant, de l'adulte et du parent intérieur. Et ces trois aspects finalement de nous cohabitent avec plus ou moins de succès. Il peut y avoir chez certains d'entre nous, c'est mon cas, un parent normatif extrêmement fort. Un parent qui cherche voilà à imposer quelque chose à l'enfant intérieur. Et moi j'ai eu un parcours aussi très tâtonnant en fait sur plein de domaines. Donc j'ai commencé par des études de lettres, je suis parti en faculté et puis je me suis retrouvé en faculté. Alors je rêvais de pouvoir faire du théâtre moi parce que j'ai fait du théâtre pendant, comme tu le sais, pendant de nombreuses années. Et je pense que j'aurais pu devenir comédien. Enfin voilà, c'est quelque chose qui m'aurait plu en fait Ouais, ça de t'irait faire de la encore assez scène. bien, hein. Et, D'ailleurs. et On attend ouais, ton one-man show, mon hein, one un man de ces show, jours. ouais, mon Oui, stand-up c'est ça. personnel. Ouais. Et puis finalement, bah voilà, à l'époque, le parcours se faisait avec les lettres comme matière principale. Et il devait y avoir une matière secondaire. J'avais choisi théâtre et puis j'ai pas été retenu en théâtre parce que dans le parcours au lycée que je faisais, il y avait trois types de classes littéraires. Il y avait lettres et maths, lettres et philo, et lettres et arts, en fait. Et moi, j'ai suivi lettres et philo, en fait. Et comme je n'étais pas issu de lettres et arts, je n'ai pas eu la priorité, en fait, sur le module secondaire, hein, donc le théâtre que j'avais demandé. Je me suis retrouvé en littérature canadienne. Et donc, voilà, ça a été une immense, en fait, déception pour moi. D'une part, et puis j'avais pas non plus la niaque, la discipline, l'autodiscipline personnelle pour pouvoir suivre des études de lettres. Donc je me suis réorienté vers le commerce parce que dans ma famille à l'époque, mon beau-père en fait faisait du commerce et j'étais parti à différentes reprises avec lui, on tournait dans ces différents métiers de commerciaux. Puis j'aimais bien cette idée en fait de vendre des choses, en fait, d'aller à la rencontre de nouvelles personnes et puis de proposer des choses. Et puis ben voilà, j'ai bien réussi mes études de commerce, j'ai terminé major de promo, et puis je me suis embarqué en fait dans cette voie-là pendant un certain nombre d'années avant de découvrir finalement qu'au fond ce qui me faisait vraiment vibrer c'était l'accompagnement, c'était la formation. Et donc après quelques années passées dans le domaine du commerce, pour faire court, j'ai commencé à entamer des formations à la fin des années 90 dans tout un tas de domaines différents. Et finalement, quand on fait de la formation, enfin quand je fais de la formation, ben, quelque part, je fais un peu du théâtre aussi. Voilà, je suis devant un public qui me regarde, qui m'écoute, et voilà, je me mets en scène et je mets en scène en fait les connaissances qui sont les miennes de façon à les transmettre. Et donc, pour moi, c'est intéressant. Je trouve qu'on partage tout ça finalement aux gens qui nous écoutent parce que quand on parle de recherche du bonheur qui pourrait mener en fait vers un succès personnel, un succès défini selon ses propres termes, eh bien ce chemin il est fait de haut et de bas, il est fait d'essais et d'erreurs. Et pour moi c'est un immense espoir. En fait, ça veut dire que si aujourd'hui vous savez pas précisément ce qui vous rend heureux, vous savez pas précisément définir ce que c'est que le succès ou le bonheur pour vous, eh ben n'hésitez pas à tester des choses en fait, à essayer différentes choses, même si vous avez 40, 50, 60 ans aujourd'hui, c'est jamais trop tard. D'essayer en fait de nouvelles voies pour voir en fait qu'est-ce qui vibre vraiment en vous et comment ce qui vibre en fait peut vous amener quotidiennement du bonheur et en trouvant une sorte de bonheur quotidien, bah, vous permettre de vivre la réussite selon vos propres termes. Mhm. Et puis finalement de se libérer dans l'idée d'avoir du succès, de trouver son propre succès, de se libérer de la peur, de l'inconnu et du jugement des autres. C'est ça. Voilà, en naviguant dans son propre navire, sur son propre chemin. Enfin, je En trouve ayant que... sa propre définition. Ouais, c'est ça. Si tu devais, si une de tes filles devait te dire aujourd'hui, maman, pour toi aujourd'hui, c'est quoi le succès? Comment tu définirais le succès? Euh, Alors vous voyez, on est vraiment en direct, hein, on est dans une ouais, conversation, c'est donc ça. voilà. S'il y a des petits temps, des petits espaces de silence, c'est parce que vraiment on est là et on vous partage nos cœurs. Je crois qu'aujourd'hui, ce que je répondrais à mes filles, c'est je me sens en succès aujourd'hui parce que j'ai fait des choses qui ont été des réussites, j'ai fait des choses qui ont été des échecs, mais j'ai jamais lâché le fait que je courais après mon bonheur.
et puis que c'était la chose à laquelle j'aspirais finalement le plus. C'est de pouvoir être épanouie dans ce que je fais, de pouvoir être épanouie dans mes relations, dans mes découvertes, dans mes voyages, d'avoir de la joie en fait. Je crois que vraiment pour moi, la joie, elle est... je sais pas si je l'ai héritée, si je l'ai trouvée en chemin, je sais pas trop, mais la joie pour moi, c'est mon petit succès intérieur, intemporel et sûr, ouais. Un peu comme une boussole. Mais vraiment. Mhm. Mhm. Moi, je dirais, si un de mes enfants me posait la question, parce que c'est ce que tu allais me demander, si un de mes enfants me posait la question, je dirais que pour moi, le succès, c'est grandir. Pour moi, le succès, c'est la croissance, en fait. C'est l'épanouissement. Voilà. Et je pense que il y a 1001 façons de s'épanouir. Il y a 1001 façons de grandir. Il y a 1001 façons de croître. Et si je suis un tournesol, ma mesure de la croissance et de l'épanouissement n'est pas la même que si je suis une marguerite. On vous racontera un jour l'histoire du tournesol et de la marguerite. Si je suis un chêne, ma mesure de la croissance, de l'épanouissement ne peut pas être la même que si je suis un cerisier ou une fougère ou un palmier. Et donc pour moi, c'est ça qui est vraiment important, en fait, c'est de réaliser que chacun d'entre nous, finalement, a, intrinsèquement parlant, une façon particulière de grandir. Et pour moi, si je devais, en fait, définir ce que c'est que le succès, c'est comment est-ce que j'estime que j'ai grandi dans ma vie, en fait, jusqu'à aujourd'hui. Parce que, ultimement parlant, je suis né un jour, je vais mourir un jour, et dans l'espace-temps, en fait, qui m'est donné, je suis là pour expérimenter, en fait, un certain nombre de choses, peut-être pour tirer des leçons, si c'est possible. Et si je tire des leçons, en fait, de ce que j'expérimente, alors ça me fait grandir, ça m'emmène peut-être vers plus de perspicacité, plus de sagesse, éventuellement. Et c'est cette mesure-là, d'une certaine manière, qui va me permettre de dire que, voilà, j'ai eu du succès dans ma vie parce que j'ai grandi. Ouais, c'est ce que je dirais. Peut-être on pourrait donner quelques pistes, T'as bien retenu la leçon. hein, et pas quelques conseils, quelques ça. pistes à nos auditeurs, à nos auditrices sur comment redéfinir le succès selon leurs propres termes. Qu'est-ce qu'on pourrait leur proposer? Un exercice de visualisation, Mmh. de se visualiser dans une journée idéale dans 5 ans. Mmh. Où est-ce que je suis? Avec qui? Qu'est-ce que je fais? Et du coup, c'est intéressant parce que ça me permet peut-être de mettre déjà des mots sur une vision que j'aimerais avoir, un succès vers lequel j'aimerais aller. Ouais, c'est une très très bonne idée. C'est un exercice que j'ai régulièrement fait faire, que j'ai fait moi-même à une époque dans ma vie où je transmettais la compréhension que j'avais de ce que j'appelle l'énoncé de vision et l'énoncé de mission. C'est comment en fait je définis une vision de l'avenir. Et la meilleure manière finalement de créer quelque chose qui ressemble d'aussi près que possible à l'avenir dont je rêve, c'est effectivement de me projeter dans cet avenir-là comme si j'étais en train de le vivre maintenant. Alors que ce soit dans 5 ans, dans 3 ans, dans 2 ans, parfois 5 ans c'est loin pour certaines personnes. 2 ans c'est peut-être déjà beaucoup, peut-être dans 1 an déjà, commencer. Et effectivement de vous visualiser dans cette journée, mais concrètement. C'est-à-dire vous décrivez votre journée à partir du moment où vous vous réveillez. Ok, c'est votre monde idéal. Vous vous réveillez. Qu'est-ce qui se passe au cours de cette journée idéale? Et puis ensuite, vous comparez cette journée idéale avec ce que vous vivez aujourd'hui pour voir vers quoi vous pouvez aller en fait de différent pour vous construire en fait une vie qui ressemble au type de bonheur que vous avez envie d'installer, au type de succès que vous avez envie d'atteindre. Et une autre petite astuce par rapport à cet exercice que vous propose Jacqueline, c'est également de vous dire, si c'est difficile de le faire comme ça, imaginez que vous gagnez le gros lot, à l'euro-million, vous gagnez la super cagnotte, ok? Donc vous n'avez plus aucune contrainte financière, d'aucune sorte, plus aucune limite, plus rien qui puisse vous arrêter, en tout cas au niveau financier. À quoi ressemblerait votre journée idéale? Ok? Ça peut être une façon de faire. Visualisez sa journée idéale dans quelques années. 1 an, 2 ans, 5 ans. Première piste. Deuxième petite piste, apprendre à se détacher des attentes qu'ont les autres
et que peut-être la société nous fait porter concernant justement ces notions de succès et de réussite. Vraiment comme se décaler en fait de ce qu'on perçoit, de ce qui est là aussi dans l'inconscient collectif, dans tout ce qu'on entend, dans tout ce qui est montré, dans la pub, dans les journaux, Ouais, mais comment on peut apprendre ça concrètement? Comment on peut apprendre ça c'est une bonne question. Merci. T'as une piste? Je pense qu'une des meilleures façons en fait de le faire, c'est de déterminer ce qui est important en fait pour vous, déterminer ce qui est important pour soi, et de façon très concrète en fait, vous pouvez faire une sorte de check-up des actions, des activités, des passions, des engagements en fait que vous avez eus jusqu'à présent dans votre vie et qui vous rendent heureux, qui vous apportent de la satisfaction. Et que vous fassiez, si vous pensez que c'est quelque chose qui peut encore vous nourrir, vous rendre heureux et vous mener vers quelque chose de plus épanoui en fait dans votre vie, de faire en fait de ces moments-là des gros cailloux dans votre vie, c'est-à-dire de faire de ces moments-là des priorités, des choses qui deviennent prioritaires dans votre agenda annuel, semestriel, trimestriel, mensuel, hebdomadaire et quotidien. Et puis, on peut vous proposer aussi de vous faire une déclaration du succès personnel qui encapsulerait vos valeurs, vos aspirations et puis votre propre vision du succès. Mais vraiment de le faire sur un beau papier, avec un beau crayon ou un beau stylo. Et puis, vous pouvez mettre la déco autour, mais vraiment comme un document hyper important, hyper officiel. Vous pouvez même mettre un petit cachet avec un peu de cire. Enfin, vraiment faire un truc bien, bien pompeux, j'allais dire, mais qui sera vraiment votre déclaration et comme une promesse à vous-même, en fait, de vers quoi vous voulez vraiment aller. Il y a quelque chose que j'ai fait comme ça il y a quelques années dans mon premier mariage. Nous avions pris le temps, dans cette période où je réfléchissais beaucoup et où je transmettais autour de la vision et de la mission, nous avions rédigé chacun individuellement et en couple une déclaration de vision en fait, de vision de couple, qui tenait en fait sur une feuille A4 qu'on avait précisément imprimée sur un joli papier et accroché dans un cadre dans la maison. Et je me souviens que c'était toujours un peu un sujet d'étonnement en fait pour les personnes qui passaient à la maison, parce que vraiment c'était dans le salon quoi, hein, je veux dire au vu et au su de tout le monde. Mais à l'intérieur de cette vision, il y avait vraiment les éléments qui pour nous étaient importants à construire en tant que couple et en tant que famille. Et il y a une grande partie de ces choses-là qui se sont réalisées dans les 20 années en fait qui ont suivi. Alors peut-être on peut aussi vous proposer quelques exercices pour terminer ce podcast, qui sont en lien avec ce qu'on vient de vous dire. Le premier, c'est de créer un tableau de vision de succès. Alors c'est un petit exercice très très simple. Vous récupérez des journaux, voilà, des revues, c'est ça. On pourrait parler des vieux bouquins, de photolangage ou de photos. Comment on appelle ça encore? Ça a d'autres termes. Enfin bref, vous récupérez des revues, des journaux, vous découpez en fait dans ces revues et ces journaux, sachant qu'il y a souvent un billet qui correspond quand même comment dire, aux impératifs, aux standards de succès qui sont conventionnels. Hein, c'est quand même ce qui est très souvent véhiculé dans les journaux. Ça dépend le type de journaux que vous allez utiliser. Mais en tout cas, l'idée, c'est de créer un tableau de vision qui va représenter visuellement votre définition personnelle du succès, avec des images et ou avec des mots. Donc si c'est pas avec des images, vous pouvez faire ça avec des mots, vous pouvez aussi mélanger les deux. C'est une excellente façon aussi de vous recaler, de vous repositionner par rapport aux choses qui vous rendent heureuse et à ce vers quoi vous avez envie d'aller. Et puis de vous donner votre propre définition, de vous créer votre propre définition du succès. Et tu parlais de découper des choses dans des revues et des journaux. J'ai fait ça à une époque et j'ai commencé par découper en fait des phrases entières. Et j'ai réalisé que ces phrases entières, en fait, elles contenaient des biais qui m'allaient pas. Dans un premier temps, j'ai pu m'identifier à ces phrases-là, puis finalement, j'ai découpé tous les mots et j'ai refait les phrases, mes phrases à moi, en fait. Ok, super. Un autre petit exercice qu'on peut vous proposer, c'est un audit de bonheur.
Alors le terme peut paraître un petit peu corporate comme ça, mais l'idée en fait c'est chaque jour de prendre un moment pour noter les choses qui vous ont permis de vous sentir heureux, de vous sentir accompli, de vous sentir en situation de réussite, de succès en fait dans Qu'est-ce votre qui vous a quotidien. rendu fier? Voilà, qu'est-ce qui vous a rendu fier? De le faire chaque jour pendant 30 jours, 60 jours, 90 jours. Et sans doute, en prenant le temps de le relire, vous allez découvrir à travers cela des schémas, des modèles, des choses qui vous rendent naturellement heureuse et qui sont parfois des choses très simples. Hein. Peut-être faire une balade tous les jours dans la nature, peut-être faire une heure de sport, peut-être être en contact tous les jours avec un ami ou avec une amie. Bref, vous allez découvrir en fait au travers de cet audit de bonheur personnel des modèles et des schémas qui vont vous permettre de donner une direction aux choses qui sont prioritaires pour vous dans les semaines, les mois et les années à venir. Et pour la petite histoire, ça fait bientôt 22 ans maintenant que je suis à un poste de direction avec une équipe éducative dans une structure qui est la même depuis longtemps. Et je fais ça depuis maintenant quelques mois, voire un peu plus déjà, à me questionner tous les jours. Qu'est-ce qui, dans ma journée, me procure du bonheur et qu'est-ce qui m'en procure moins? C'est pas que ça m'en procure plus ou pas, mais qu'est-ce qui m'en procure moins? Et je dois bien reconnaître qu'il y a des tendances, effectivement, qui sortent et qui qui me font prendre conscience qu'il y a peut-être quelques domaines dans lesquels je suis arrivée au bout de ce que j'avais envie d'amener et d'autres qui sont toujours présents avec avec le même enthousiasme, la même magie. Et c'est vraiment, vraiment intéressant à faire. Et puis, dernier exercice qu'on peut vous proposer, c'est de vous lancer aussi peut-être, si vous préférez, dans un défi de gratitude. Vous avez pour ça, dans l'application mobile qu'on met à votre disposition, une pratique de pleine conscience qui s'appelle 3 moments de bonheur par jour. Une petite pratique qui dure une douzaine de minutes à faire chaque jour. Et l'idée, c'est d'écrire vos 3 succès du jour, hein, vos 3 réussites du jour, vos 3 moments de bonheur du jour, peu importe leur taille. Hein, comme je le disais tout à l'heure, ben voilà, moi ce soir j'ai préparé des filets de perche. C'était trop bon. Hein, c'était délicieux. Ça a été un moment de bonheur aujourd'hui. Il y en a eu d'autres. Et en fait, en faisant ça de cette façon-là, de façon régulière, hein, ça correspond aussi un peu à l'audit de bonheur. Ça peut vous permettre de réajuster votre perception de ce qui vous rend heureux et vous permettre de trouver votre propre définition du succès en appréciant tous les petits pas et surtout toutes les petites victoires. C'est ça. Ben voilà, on arrive gentiment au bout de notre podcast. Et donc voilà, si vous avez envie, comme nous finalement, de redéfinir le succès selon vos propres termes et puis à vivre une vie alignée, ben peut-être que d'écouter la suite de nos podcasts pourrait être un support ou en tout cas une inspiration. Et pour ça, abonnez-vous. N'hésitez pas à nous laisser également un message. On commence à recevoir des messages vraiment adorables directement à partir du site jeanmarcterrel.com/podcast de gens qui ont commencé, de personnes comme vous, qui ont commencé à écouter les choses. Et puis, on commence aussi à pouvoir lire quelques avis ici et là sur les différentes plateformes. Ça nous soutient énormément, ça nous permet de nous sentir moins seuls, et puis ça permet à d'autres personnes de découvrir ces temps pendant lesquels nous cherchons à vous partager avec authenticité, simplicité et bonne humeur les chemins de la transformation personnelle. Alors, belle journée, soirée, là où vous êtes, et puis à bientôt pour le prochain épisode. On se réjouit déjà.